Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre émission d'actualité et d'information ici en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 5 février 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, Jean-Paul Amoudry, le président du CIAN, répondra à mes questions. On parlera de transition énergétique et de la fibre. On parlera également du musée d'art et d'histoire de Genève avec Jean-Yves Marin, le directeur général, et un petit peu d'exercice avec Bérangère Guichard de Formrider. Mais avant tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Fanette. Salut Sam. Salut Fanette pour les titres de ce journal du 5 février. On parlera notamment de la journée nationale de mobilisation un peu partout en France et ici en Savoie-Mont-Blanc. Voilà, des rassemblements, tu l'as dit, dans toutes les villes de France. C'était notamment le cas à Chambéry et Annecy. Un peu plus d'1 millier de manifestants en Savoie, à Chambéry, et à peu près 600, c'est toi qui as été faire quelques images à Annecy tout à l'heure. Donc pour la première fois, gilets jaunes, syndicats, tout le monde réuni, secteur privé, secteur public. Donc on fera le point sur cette mobilisation, avec une mobilisation un peu particulière en Savoie, notamment dans les EHPAD. Et puis un champion du monde de pâté en croûte. Voilà, le fameux pâté croûte, c'est une série que Jean-Paul Crespi nous propose toute la semaine, une série consacrée aux médaillés de la gastronomie. Donc on verra du chocolat et du pâté croûte. Et donc portrait du champion du monde, il a été récompensé là il y a quelques semaines, c'était au mois de décembre, il est installé à Divonne. On enchaîne avec la revue de presse, les Aixois appelés au vote. On reparle des termes, donc ça fait un moment qu'on en parle. C'est un projet dont on parle depuis très longtemps. Il y a 3 réunions publiques cette semaine. Il y en a eu une lundi, une mercredi et une vendredi. 3 projets différents de différents architectes vont être présentés. Donc le bâtiment, on le rappelle, il est en plein centre-ville. Il est classé au monument historique. Il y a un gros projet de réhabilitation. Donc l'idée, c'est de savoir comment ils vont être réhabilités. Le bas, on sait à peu près, c'est-à-dire que ça va être ouvert au public, il va accueillir des services de la mairie, des commerces, peut-être même une médiathèque. En haut, ce sera des logements. Et donc, il faut voir comment ça se passe. Et donc, les Aixois peuvent assister à ces réunions. L'exposition aussi présentera les 3 projets dans le hall des anciens thermes à partir de samedi. Et ensuite, les habitants pourront voter. Ça se fera du samedi 9 février au 23 février. Je ne sais pas quel jour c'est. Et puis un chiffre inquiétant, voire alarmant. Les 2 tiers des glaciers de l'Himalaya et de l'Hindu Kush pourraient fondre d'ici à la fin du siècle si la planète reste sur la même trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Ça a été posté par l'AFP sur Twitter aujourd'hui. C'est une grosse étude qui a été menée au cours des 5 dernières années par 350 chercheurs qui donnent ces chiffres. Et la grosse problématique, alors outre le fait déjà dramatique en soi de la fonte de 2 tiers de ces glaciers, c'est que ces glaciers, ils alimentent 10 cours d'eau très important en Asie, du Gange au Mékong en passant par le fleuve Jaune. Et il y a des importants bassins de population tout au long de ces fleuves. En tout, plus de 1,65 milliard d'habitants sur le bassin aval. Donc les conséquences et climatiques et humaines pourraient être dramatiques. Et autres conséquences dramatiques, et elles sont économiques. Les auteurs du rapport estiment qu'il sera nécessaire d'injecter dans la région plus de 3 milliards d'euros par an d'ici à 2030 pour s'adapter au changement climatique. Et ensuite, on passera à plus de entre 5 et 7 milliards de dollars chaque année d'ici à 2050. Donc, il y a urgence, comme on dit. Et puis toi, frileux s'abstenir. Oui, Robin Georges et Cyril Michel sont 2 Savoyards, ils sont amateurs de sensations fortes. Et le 31 janvier dernier, ils ont tenté et réussi une série de sauts de 22 mètres de hauteur dans les eaux glaciales du Doubs, à une eau à 3 degrés. Une performance sportive pour la bonne cause, puisque les 2 compères ont sauté pour Loli, une jeune fille de 16 ans atteinte de, alors je vais prendre mon souffle, de mucopolysaccharidose. Sans Filippo, c'est une maladie qui la prive de la parole et de la motricité. D'ailleurs, il y a une cagnotte qui a été ouverte pour aider la famille à payer les traitements. On regarde une petite vidéo de leur saut impressionnant. Un des sauts à ne faire sous aucun prétexte. Ce sont des professionnels. Je ne comptais pas, mais tu fais bien de le rappeler. Et puis, on va prendre des nouvelles du harceleur de l'Élysée. Ah oui, cet Annécien qui, je ne sais pas si tu te rappelles, oui, avait inondé d'appels le palais présidentiel au mois d'octobre avec plus de 100
coups de téléphone en une journée. Malheureusement, il a été condamné. Il fallait un petit peu s'y attendre parce que l'Élysée avait porté plainte. Il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 € d'amende. Donc, ça ne sort pas trop mal. Voilà qui pourrait en tout cas lui passer l'envie de recommencer. Passer un coup de fil. Merci beaucoup, Fenêtre. À tout à l'heure. Allez, on débute cette émission. On débute nos invités avec notre rubrique dans l'actu. Jean-Paul Amoudry, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le canapé de 8 Mont-Blanc d'Accès Direct. Merci. Alors, vous êtes le président du SIAN, le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de Haute-Savoie. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots quelles sont les missions et la vocation du SIAN ? Les missions du SIAN sont historiquement à l'origine des missions de développement des réseaux électriques, basse tension, moyenne tension, de desserte donc de ce réseau, puisque le SIAN, c'est en fait une fédération des communes de Haute-Savoie et du département. Et donc, nous avons ce métier qui est toujours la base de notre activité. À cela s'ajoute maintenant un certain nombre d'autres missions qui concernent l'énergie, c'est-à-dire que nous avons à aider nos communes membres pour maîtriser la consommation d'énergie, aussi bien sur l'éclairage public que sur les bâtiments. Nous accompagnons les collectivités également pour ce qu'on appelle les TEPCV, les territoires à énergie positive. Nous apportons des conseils dans le domaine de la consommation d'énergie. Et puis, nous avons lancé un certain nombre d'initiatives pour améliorer ou plutôt décarboner la circulation, favoriser une mobilité décarbonée avec les bornes de recharge pour véhicules électriques. Justement, j'allais venir. Alors donc le SIAN gère les bornes de recharge pour les véhicules électriques en Haute-Savoie. Est-ce qu'on peut dire que le département est bien pourvu dans ce domaine aujourd'hui ? Je crois qu'on peut le dire, on peut l'affirmer. Nous avons, nous, SIAN, lancé avec d'autres syndicats des départements de l'Isère, de l'Ardèche, de la Drôme, des Hautes-Alpes, un programme de déploiement de bornes de charge. Et aujourd'hui, la Haute-Savoie compte quelques 150 bornes de recharge dites accélérées et 12 ou 13 bornes de recharge dites rapides. Et donc, c'est une densité tout à fait satisfaisante. À cela, nous allons rajouter 15 bornes dans le courant de l'année 2019. Et ainsi, je dirais que nous avons un maillage qui est tout à fait satisfaisant, qui permet aujourd'hui d'avoir quelques 300 à 400 abonnés sur la Haute-Savoie et un démarrage assez intéressant de consommation d'énergie et justement d'économie de dégagement de carbone dans l'atmosphère. Par rapport à nos voisins, est-ce qu'on est en avance ? Alors, par rapport à nos voisins, je dirais que nos voisins, nous sommes en avance. Je ne ferai pas de commentaires sur ce qui se passe dans l'Ain et dans la Savoie. Nous avons des contacts avec nos voisins, justement pour que ce réseau qu'on qualifie de réseau e-borne puisse être utilisé également dans les départements voisins. Il est important que cette mobilité se développe non seulement sur un département comme le nôtre, mais que toutes les personnes qui ont besoin d'utiliser un véhicule électrique puissent se rendre à Bourg-en-Bresse, à Chambéry, à Grenoble ou à Lyon, en utilisant donc ce mode de mobilité. Le recours aux véhicules électriques, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs au Savoyard ? Ça démarre, ça commence. Je crois que le démarrage est intéressant. Ce qu'il faut souligner, et qu'il est tout autant, c'est le fait que nous ayons beaucoup d'utilisation des bornes de la part de nos visiteurs touristiques. On a fait quelques statistiques et on constate que dans les stations du Mont-Blanc, dans le Chablais, même dans les Aravis, l'utilisation des bornes électriques bénéficie d'une vraie appétence de la part de nos visiteurs, ce qui veut dire qu'on a des personnes qui viennent d'assez loin avec des véhicules électriques et qui utilisent nos infrastructures. C'est aussi un service intéressant que la Haute-Savoie offre à ses visiteurs. Alors le SIAN, c'est aussi la fibre optique et l'installation du très haut débit. Lundi prochain, le 11 février, vous allez procéder à l'inauguration de l'ouverture des services très haut débit pour les particuliers de la Balme de Sillingy. Ça va dans ce sens ? Sillingy. Exactement. Nous avons lancé, c'est un programme qui est très complexe puisque nous intervenons, il faut le rappeler, sur les territoires sur lesquels les opérateurs privés n'interviennent pas. Je rappelle que sur Annecy, Annemasse, Thonon-Écluse, ce sont des secteurs sur lesquels nous n'intervenons pas pour le déploiement de la fibre aux usagers particuliers, au logement. Donc nous avons lancé des territoires sur lesquels la fibre est arrivée, la périphérie de Cluse, le secteur de Saint-Julien, le Genevois français, et désormais sur le bassin d'Annecy Nord et sur la proximité du Léman, sur la rive sud du Léman, nous allons déployer la fibre. Nous sommes en fin d'année 2018 à environ 38 000 à 40 000
fibre que nous avons délivrée à notre opérateur. Notre opérateur s'appelle, notre exploitant s'appelle Covage. Et donc, ce que nous allons faire sur la Balme de Sillingy et Sillingy, c'est justement le lancement de la commercialisation des fibres sur ce territoire qui est entre guillemets rural, puisque c'est un des territoires sur lesquels le CIAN déploie la fibre. Voilà, et nous avons environ 40 000 fibres en projet qui doivent être délivrées dans le courant de l'année 2019. D'ici 2025, j'ai lu sur votre site, environ 300 000 logements devraient être couverts par la fibre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes dans les temps ? On est dans les temps, je pourrais répondre d'une façon plus claire à votre question, je dirais en fin d'année. Nous avons pris du retard sur le déploiement de la fibre aux habitants. Nous avons une grande satisfaction, c'est que ce déploiement, qui est d'abord destiné à l'attractivité de la Haute-Savoie, qui est là pour les entreprises, qui est là pour les grands services publics, nous avons pratiquement atteint notre objectif, puisque nous sommes aujourd'hui à 85% des zones d'activité que nous avons inventoriées qui sont aujourd'hui raccordées. En fait, 240 zones d'activité sont raccordées sur les 280 que nous avons inventoriées. Donc ça, c'est un aspect très positif. En revanche, sur le déploiement de la fibre au logement, vous avez parlé de 300 000 fibres pour les logements, nous avons en ce moment, je dirais 12 à 18 mois de retard. Mais bon, dans l'exécution d'un programme qui vise à être à peu près l'équivalent de ce qui fut réalisé pour le cuivre il y a de ça 20 ou 30 ans, ou 40 ans, eh bien nous sommes, je dirais, nous n'avons pas plus de retard que il a fallu de temps à une époque pour réaliser le réseau cuivre. Dernière question, quels sont les prochains gros projets là, pour cette année 2019 pour le CIAN ? Alors dans les projets, il y a des projets qui sont un peu invisibles. Un grand projet, c'est la rénovation, c'est la refonte de notre cahier des charges avec Enedis, puisque vous savez qu'Enedis gère nos réseaux. Nous avons un contrat qui est passé avec la grande entreprise nationale Enedis, et donc nous avons ce chantier tout à fait important avec Enedis qui est actuellement lancé et que nous souhaitons pouvoir boucler d'ici la fin de l'année. Et puis nous avons quelques projets en matière de rénovation, ou plus exactement de production d'énergie renouvelable, puisque nous avons fondé une filiale qui s'appelle CIAN ENR, avec d'autres collectivités, et nous avons quelques projets intéressants qui sont actuellement en phase de lancement dans le domaine du photovoltaïque et de l'hydroélectricité. Puis nous avons aussi un beau projet sur Saint-Joire-en-Faucigny, un réseau de chaleur sur lequel donc, nous accompagnons cette commune. Voilà quelques exemples de ce que nous faisons dans le domaine des énergies renouvelables également. Merci beaucoup, Jean-Paul Amoudry. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Allez, on enchaîne avec mon deuxième invité, Jean-Yves Marin. Vous êtes Bonsoir. Vous êtes le directeur du Musée d'art et d'histoire de Genève. Quelques mots déjà sur le MAH. C'est un très grand musée. C'est un musée qui a à la fois des collections de beaux-arts, d'archéologie, d'art appliqué, d'art graphique et d'horlogerie. Donc vous voyez, c'est quasiment un musée encyclopédique. Ouvert en 1910, le MAH possède la plus grande bibliothèque d'art de Suisse. Absolument. C'est une fierté. Ah oui, absolument. Oui, il y a 600 000 ouvrages et beaucoup de collections anciennes. C'est vraiment une très grande bibliothèque et qui est ouverte à tous, qui a été rénovée récemment et donc qui est un vrai lieu de travail pour tout le monde. Quelle est l'importance de ce musée en Suisse ? Alors, disons que c'est un des plus grands musées du pays, c'est la plus grande collection d'horlogerie, c'est une des grandes collections de beaux-arts, on ne va pas faire mais c'est le top de ce qu'on peut trouver en termes de collection dans le monde helvétique, bien sûr. Alors, vous êtes présent sur ce plateau pour nous parler d'une exposition qui s'intitule « César et le Rhône », qui va débuter bientôt chez vous. Quelle est l'origine de cette exposition ? Bah écoutez, c'est assez logiquement, Arles est par un bout du Rhône, Genève par l'autre bout. César a joué un rôle important dans l'histoire des deux villes. Il se trouve qu'on travaille souvent ensemble sur les grandes villes du Rhône et on s'était dit il y a déjà au moins une décennie qu'un jour ou l'autre, il faudrait bien qu'on fasse une grande exposition. Alors une exposition comme ça prend 3 ou 4 ans de préparation, le temps de faire un ouvrage, de trouver les objets. Il y en a plus de 400. Et nos amis et collègues arlésiens ont vraiment joué le jeu parce qu'ils ont prêté le top du top de leur collection, en particulier le fameux buste de César que tout le monde a vu puisqu'il a été présenté à Arles mais aussi au Louvre. Et puis également sur la route, si je puis dire, Avignon, d'autres villes ont prêté.
On a eu la grande chance que le musée du Louvre nous prête la Vénus d'Arles, trouvée au XVIIe siècle, présentée à Louis XIV, pièce fabuleuse qui mettra à Versailles et qui ensuite ira au Louvre. Et donc on est très très fiers d'avoir des pièces de ce niveau-là, c'est tout à fait exceptionnel. Et c'est complètement légitime historiquement, puisque César parle dans la guerre des Gaules, à la fois bien sûr de Arles, mais aussi de Genève. Et c'est la première mention de Genève. On ne le sait peut-être pas, mais effectivement, César et Genève sont liés. Absolument. Et César n'était pas revenu à Genève depuis 2000 ans, donc on avait très envie de le faire revenir à travers son buste. Alors vous le disiez, un gros travail en amont forcément. Oui. Qu'est-ce que ça représente justement comme travail, cette préparation, la préparation d'une exposition comme celle-ci? Sur le plan scientifique, c'est 2 équipes de 5-6 personnes, une de chaque côté, qui vont travailler, pas forcément au quotidien, mais de façon très fréquente, avec beaucoup d'allers-retours. Puis après, c'est toute la logistique d'une exposition. Celle-ci est quand même assez énorme. Des prêts fabuleux qui demandent aussi des conditions de sécurité très importantes. Donc on attend beaucoup de visiteurs et on attend beaucoup aussi des Français de proximité, parce que je crois qu'il y a peu d'endroits dans notre région, dans notre grande région franco-genevoise, où on peut voir une exposition de ce niveau-là. Donc on espère beaucoup. Alors ces œuvres, elles viennent, vous l'avez dit, du musée d'Arles, mais aussi du musée du Louvre. Du musée du Louvre, Martigny, puisque Léonard Gianada nous a prêté aussi 2 grandes statues qui ont été trouvées à proximité de son musée, d'ailleurs, dans Martigny. Également les collections du musée d'art et d'histoire, parce que nous-mêmes avions des objets d'Arles, et puis on montre aussi des objets de Genève qui sont contemporains. C'est un véritable, j'espère que ce sera très ludique par certains aspects, mais c'est aussi une véritable leçon d'histoire. Et on attend aussi beaucoup de scolaires. J'en appelle à tous les enseignants. C'est une occasion unique de montrer l'Antiquité romaine à leurs élèves. Alors, 2019 était aussi placé sous le signe de l'Antiquité au musée d'art et d'histoire cette année. Oui. On a fait une saison antique, c'est-à-dire qu'autour de cette exposition, comme on le fait pour les grands événements, eh bien on essayait de voir dans les autres domaines du musée les choses qui étaient présentables et à mettre en regard. Alors il y a bien sûr nos collections archéologiques à nous, qui portent sur la Grèce, sur Rome. C'est un peu l'occasion de les redécouvrir. Elles sont à 20 mètres de l'exposition. Et puis aussi, on a cherché auprès des collègues des Beaux-Arts de faire quelque chose à partir de la peinture. Et ils ont choisi les métamorphoses d'Ovide, qui sont très souvent présentes dans la peinture. Donc il y a une petite exposition un peu découverte sur un sujet qu'on connaît beaucoup moins, c'est sûr. Et puis il y a un salon qu'on appelle le salon de Cartigny, un salon 18e au musée, et qui va servir pour accueillir des objets inspirés par l'Antiquité tout au long de la période moderne. Donc c'est des éléments comme ça qui nous permettent de montrer que 5 grandes collections, c'est pas 5 domaines qui se regardent pas, c'est au contraire l'occasion de trouver une symbiose, de trouver des éléments entre chaque collection. Vous savez, l'histoire, ça se regarde au sens le plus large, le plus vaste, si on veut en tirer un maximum. Alors 400 œuvres au total qui sont présentées, qui sont présentes. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ces œuvres? Alors il y a les incontournables. Il y a celles dont on rêve et puis qu'on se dit qu'on ne les aura pas, comme la Vénus d'Arles. Bon, là, grâce à notre collègue Martinez du Louvre, on a réussi à la voir. Et puis après, il y a celles qui s'imposent d'un point de vue pédagogique. Par exemple, on va vouloir montrer le commerce. Donc, il y a quelques dizaines d'objets qui vont montrer toute la diversité du commerce. Il y a aussi la volonté de montrer des choses qu'on ne voit jamais. Depuis quelques années, on sait restaurer le bois, par exemple, et les matières organiques. Le plus grand laboratoire d'Europe, par chance, est à Grenoble. Et ils viennent de restaurer une énorme roue de char. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais parce qu'avant, on ne savait pas les conserver. Donc, on a tenu à la mettre dans la présentation. Donc, c'est essayer de faire des équilibres entre des œuvres phares et des œuvres à caractère plus pédagogique et ensuite de trouver un fil rouge pour qu'il y ait une vraie histoire et que les gens y trouvent du plaisir. Vous qui avez eu la chance de voir cette exposition, comment elle est? Magnifique. En toute simplicité. Elle est magnifique et je pense qu'elle est très pédagogique. Je me permets de le dire parce que je n'en suis pas commissaire et donc je sais que mes collègues ont fait un super travail. Alors, on rappelle les dates de cette exposition? Alors, ça commence le 8 cette semaine et ça durera jusqu'au 26 mai. Oui, donc il y a un petit peu de temps pour y aller. Ouais. Merci beaucoup, Merci Joris à Marin. vous. Allez, on termine cette première partie avec un petit peu d'exercice. C'est notre rubrique Tous en basket. Bonjour. Bonjour. Béranger Guichard de Form Rider. Alors aujourd'hui, on va parler d'une discipline à la mode, le cross-training. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que le cross-training? On en parle beaucoup. Oui, on en parle beaucoup en effet. Donc le cross-training, c'est un entraînement qui regroupe plusieurs exercices fonctionnels
Et on va travailler tous les groupes musculaires, voilà, de tout le corps humain, tout en maintenant le tout, en fait, si vous voulez, en maintenant la fréquence cardiaque plutôt haute. Donc c'est un entraînement de haute intensité et accessible aussi aux débutants. Quelle est la différence avec le CrossFit? Alors, je dirais qu'on a des mouvements qui s'inspirent du CrossFit. Le CrossFit, c'est une marque déposée, hein, il faut le savoir. Le cross-training est un dérivé du CrossFit qui vont s'inspirer, donc le cross-training va s'inspirer des mouvements de gymnastique, d'haltérophilie, de musculation, en les mixant avec des mouvements très cardio. Voilà. Ce sont des activités que vous proposez à Farm Rider? Tout à fait, dans les 2 clubs d'Annecy et d'Épagny. Bon, on s'y met? Ah bah allez, hein. On a un petit peu de temps. Alors, est-ce que vous voulez qu'on enlève les 2 tables ou... Oui, ça peut Ouais. être intéressant, ça peut être judicieux. On met ça sur le côté. Alors, je suis pas en tenue, mais bon, on va quand même y aller. Hein. Moi non plus, enfin, on va dire à moitié. Alors, je Alors, vous suis. il faut savoir que chaque séance débute par un échauffement avec une mobilisation articulaire. Donc on va pouvoir placer déjà notre pied gauche sur l'avant, pointe de pied droite sur l'arrière. Et par exemple, on va réaliser une fente, on va rapprocher le genou du sol, ici la jambe parallèle et remonter. On va alterner, changer de jambe. Voilà. Ici, on garde l'alignement lors de la flexion. Ensuite, on peut avoir aussi un enchaînement à base de squat. Donc pied largeur de hanche, les genoux légèrement ouverts sur l'extérieur. Pousser les fesses vers l'arrière, garder le dos droit. Flexion, fesses à hauteur des genoux. Donc un enchaînement ici. Après, on peut passer en flexion, enrouler la colonne vertébrale. On va pouvoir marcher sur l'avant et ici réaliser une position de planche. Et on peut enchaîner avec quelques pompes au sol. Voilà. Poitrine à hauteur des coudes. Alors ça, l'avantage du cross-training, c'est que tout le monde peut le faire. Exactement, il y a des options. On va pouvoir marcher vers l'arrière, repasser sur les talons. Donc ça, c'est pour l'échauffement. Donc il y a des options faciles. C'est pour ça que ça s'adresse à tout public. Et on a souvent plusieurs blocs qui vont mixer le cardio et le renforcement musculaire dans la séance. Et également à la fin, on a ce fameux Tabata que certaines personnes connaissent, qui est donc en fait 8 fois 20 secondes de travail à haute intensité entrecoupé de 10 secondes de récupération. Donc c'est un entraînement très complet qui permet à la fin d'améliorer les principales qualités physiques, à savoir la coordination, la souplesse, la force et l'endurance. Il y a de plus en plus d'adeptes en France. Oui, plus en plus d'adeptes et je pense, de par le fait non seulement que donc c'est une mode, mais également que c'est un entraînement small group training où le coach peut clairement passer, corriger, adapter les postures c'est maximum 6 à 10 personnes, un cross-training, contrairement à d'autres concepts qui remplissent des salles également. On a encore du temps, donc on peut continuer l'exercice. Hein. Bien sûr, ok. Je suis. Alors après, par exemple, si on prend par exemple un bloc, on peut prendre un exemple, un bloc, on peut passer sur un mouvement musculaire qui est le squat, donc celui-ci, on peut faire une dizaine de répétitions. Voilà. On descend bien en flexion, maintenant qu'on a un petit peu échauffé. Allez, encore 5. Genoux vers l'extérieur, les fesses vers l'arrière, le dos bien droit. Très bien. Allez, la dernière. Ok, là on va justement, là, tout l'intérêt du cross-training, c'est couper avec un exercice cardio, par exemple un jumping jack. On va réaliser 15 répétitions où on va ouvrir les pieds vers l'extérieur et ramener. 1, 2, 3, 4. Donc tout ça pour faire monter la fréquence cardiaque. Pas facile sur le tapis. Ah ouais, c'est ça, je vous laisse compter. Hein. Allez, on va dire encore 5, 2, 3, 4, 5. Donc ensuite, une fois qu'on a boosté la fréquence cardiaque, on repasse sur du musculaire. Donc on imagine qu'on a un poids, mettons, entre les mains ici. On est en position assise ou à genoux. Et en fait, on va réaliser des extensions triceps, c'est-à-dire les coudes proches de la tête et élévation vers le haut. Voilà, avec un poids ou une haltère, un disque. Ok. Donc on réalise quelques répétitions comme ça. On repasse sur du musculaire. Et ensuite, à la fin, on va pouvoir repasser sur du cardio. Donc le principe, c'est ça, c'est on alterne entre musculaire et cardio. Exactement, ça c'est un très bon secret pour améliorer la condition physique. Et pour finir sur du cardio, on peut rester en planche ici, pointe de pied, main sous la ligne des épaules. Le mountain climber, on va amener genou poitrine en cherchant à rebondir sur pointe de pied, sur l'arrière. Gardez bien le dos droit, verrouillez les abdos. Allez, on fait encore quelques répétitions. Et on relâche. On vient marcher sur l'arrière, fléchir les genoux et se redresser tranquillement. Voilà un exemple de bloc qu'on peut proposer en cross-training. Est-ce qu'on a encore un petit bloc? On a encore 2 minutes. Ok, bah par exemple un Tabata. On imagine qu'on a un step ici. Vous Ouais. avez aussi un step. On va démarrer sur le step. On va venir jumper et amortir au sol en squat. Ensuite, on repasse sur le step. On trouve l'élan et on amortit en squat.
Ça, c'est pour la session donc cardio. On va réaliser encore quelques mouvements. On protège les articulations en venant descendre en flexion pour amortir. Voilà. Et puis pour couper avec cet exercice cardio, on va avoir ici un mouvement de pompe option sur les genoux. Donc je le disais tout à l'heure, par exemple pour les débutants. D'accord. Pour les genoux, sur les genoux, ou alors sur pointe de pied, où on va venir amener poitrine à hauteur des coudes et pousser sur les bras. Donc toujours ici, une option qui est une option plus facile pour les débutants qui démarrent, qui ne connaissent pas forcément le mouvement de pompe, ou alors pour lesquels ça va être difficile. Tout est adaptable. Comment on peut expliquer le fait que ça marche autant? Alors, je pense que le cross-training marche autant en raison du petit nombre de personnes, de l'effet de groupe. Et il y a une certaine émulation aussi de groupe qui est liée au groupe, qui a lieu dans ce cours collectif. Et les gens adorent quand le coach est ici pour eux, réellement peut individualiser le coaching. Voilà pourquoi ça marche très bien. Et également l'efficacité, conditions physiques, on travaille tous les groupes musculaires et on améliore toutes les qualités physiques sur une séance qui est plutôt intense. Merci beaucoup Béranger. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir, À la bonne prochaine. soirée. Allez, avant d'accueillir Fanette, une petite interview, puisque Frédéric Thiriez, l'ancien président de la Ligue de football professionnel, était de passage en Haute-Savoie récemment. Auteur du Dictionnaire amoureux de la montagne, publié il y a maintenant 2 ans, l'ancien responsable du football professionnel français a répondu aux questions de Pierre Boucaud. On l'écoute. Ça n'est pas un dictionnaire, mais un dictionnaire amoureux. Ce n'est pas une encyclopédie scientifique, c'est un livre très subjectif, inspiré essentiellement par mes propres passions, mes propres émotions. J'y ai mis beaucoup de moi-même, beaucoup de mon cœur. Les valeurs de la montagne et du sport en général et du football en particulier sont les mêmes. Quelles sont ces valeurs? Quand on en parle aujourd'hui, on a l'air un peu d'un vieux con, mais j'y tiens. Ces valeurs, c'est quoi? L'effort, la discipline, le dépassement de soi, la solidarité. Comparer la solidarité de la cordée. La cordée, c'est on vit ensemble, on meurt ensemble. Hein. Ça vous rappelle rien, le mot d'ordre de la Coupe du Monde? Eh ben, la solidarité, c'est la même en montagne que sur un terrain de football. Fanette est de retour. Elle arrive. Pour le rappel des titres du journal, ce mardi 5 février, grosse journée de grève et de manifestation un peu partout en France et chez nous. Un peu plus d'1 millier à Chambéry, près de 600 à Annecy. On va voir des images du côté d'Annecy où tu as été tout à l'heure en début d'après-midi devant la préfecture pour recueillir des réactions. Et puis on ira en Savoie puisqu'il y avait une mobilisation un petit peu particulière au niveau du personnel des EHPAD avec une situation encore plus particulière pour l'établissement de Saint-Badolphe. Donc on fera le point, ça sera plus clair que maintenant. Et puis le portrait d'un champion du monde, pas comme les autres. Un champion du monde de pâte et croûte, Sébastien. Donc du coup, c'est une série qui commence aujourd'hui, consacrée aux grands champions de nos gastronomies. Donc on parlera chocolat et ce soir pâte et croûte. Merci beaucoup Fanette. Tout de suite, on se retrouve tout de suite juste après la pub pour le journal de rédaction présenté donc par Fanette. À tout à l'heure.